Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un sujet assez profond. L'impact du traumatisme relationnel, celui qui arrive très très tôt, sur notre développement psychique. Oui, bonjour. On va s'appuyer notamment sur les travaux de Juha Klavu pour voir comment ces toutes premières expériences peuvent, disons, préparer le terrain à certains troubles. Tout à fait. On pense par exemple aux troubles de la perception de soi, comme la bigorexie. L'idée, c'est vraiment de saisir ce lien, souvent caché, entre nos débuts dans la vie relationnelle et nos difficultés plus tard. Klavu offre une perspective assez fascinante pour décortiquer ça. Effectivement. Et ce qui est vraiment éclairant dans son approche, c'est ce focus sur la toute première année de vie. Il parle de ce traumatisme relationnel comme une blessure psychique. D'accord. Influencer la manière dont toute la structure psychique va s'organiser, se développer. Ah oui, c'est très différent des approches diagnostiques plus classiques, genre le CIM ou le DSM. Eux, ils listent des symptômes pour définir un trouble, la dépression par exemple. Exactement. C'est utile pour classer, bien sûr, mais Mais ça peut gommer l'individu derrière l'étiquette, peut-être même stigmatiser un peu. précisément. En psychothérapie dynamique, l'accent est mis ailleurs. On cherche moins l'étiquette que la compréhension du vécu unique de la personne. Deux dépressions, sur le papier, peuvent avoir des racines complètement différentes. Et l'approche de Clévu, elle, suggère que ce trauma relationnel précoce, c'est un facteur transdiagnostique important. Transdiagnostic, c'est-à-dire qu'on le retrouverait à la base de plusieurs troubles différents. C'est ça. On le voit souvent pointer dans les addictions, que ce soit les substances, ou même le travail à outrance, le workolisme, Ah oui, qui peut mener au burn-out. Il est aussi souvent lié à l'alexithymie, cette difficulté à identifier ses propres émotions, et à les exprimer, j'imagine. et à les exprimer, oui, aux troubles de la personnalité aussi. Et puis très souvent, il est là, tapi sous une anxiété ou une dépression plus visible. C'est comme une faille précoce qui rend tout l'édifice plus fragile, quoi. D'accord. Et pour ce qui est de la perception de soi, comment ça se manifeste? Clavu parle de l'échec du développement du vrai soi. Oui, notre part authentique, si vous voulez. Si ce développement est empêché par le trauma, eh ben la personne va construire des états du soi inauthentiques. Des sortes de masques. En quelque sorte, oui. Des stratégies pour survivre, s'adapter. Mais au fond, il reste ce sentiment lancinant d'indignité. Cette petite voix qui dit « je vaux rien, je devrais être différent ». Il faut faire la différence, alors, entre ça et le simple fait de se sentir parfois pas terrible, non? Ah oui, c'est crucial. Se sentir inadéquate de temps en temps, à l'adolescence par exemple, c'est normal. C'est une tentative de correction passagère. Ok. Mais quand ce sentiment d'indignité est là, tout le temps, qu'il ronge de l'intérieur, et qu'il prend racine dans ce trauma ancien, dans l'absence d'un vrai soi solide, là on bascule dans autre chose, une dynamique de trouble. Prenons la bigorexie, justement. Le DSM la définit comme cette préoccupation d'être trop petit, pas assez musclé. Comment on voit la différence là? Ben, imaginez un jeune homme. Il décide de faire de la muscu, il va à la salle, mange mieux, il prend confiance. C'est bien, mais sa vie ne tourne pas que autour de ça. D'accord, c'est une activité parmi d'autres. Voilà. Il ne prend pas de produits dangereux non plus. C'est une adaptation saine. Maintenant, l'autre cas, celui que décrit Clavou, sa vie est obsédée par la masse musculaire. Ah oui, Il utilise des stéroïdes, il met sa santé en danger, il s'isole. Et le truc, c'est que la taille réelle de ses muscles, au fond, ça ne change rien. pourquoi? Parce que le sentiment intérieur d'être trop petit, nul, il est toujours là. C'est ce noyau douloureux qui parle. Il essaye de combler un vide intérieur qui est infini avec du muscle. C'est sans fin. Donc, cette quête de perfection physique à l'extérieur, ce serait une tentative presque désespérée de réparer quelque chose de très profond à l'intérieur. Ce manque de vrai soi. Exactement. Et si on élargit un peu, Oui. les idéaux culturels y jouent un rôle là-dedans. La minceur pour l'anorexie, la grosse musculature pour la bigorexie. Ces modèles viennent se greffer sur cette vulnérabilité. Comme un objectif à atteindre? Oui, la personne dont la propre perception est déjà brouillée par le trauma, elle s'accroche à ses idéaux extérieurs. C'est comme une bouée, un moyen d'essayer d'exister, d'avoir une valeur. Il faut quand même rester nuancé, j'imagine. Ce n'est pas une explication unique. Non, surtout pas. Clavou insiste là-dessus aussi. Le traumatisme relationnel précoce est un facteur influent, oui, mais il interagit avec plein d'autres choses. L'histoire perso, la génétique, la famille, la culture, c'est complexe. Donc, pas de simplification abusive. Exactement. Ce qu'il faut retenir, je pense, de ces travaux, c'est que ces toutes premières blessures relationnelles peuvent vraiment laisser une empreinte durable. Elles façonnent notre structure psychique, notre façon de nous voir
y compris notre corps. Mhm. Elle crée une vulnérabilité qui peut ensuite être, disons, réactivée ou modelée par les pressions autour de nous. Et comprendre ça, ça ouvre des pistes importantes pour aider les gens. Oui, ça éclaire vraiment les choses sous un autre angle. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Je vous écoute. À quel point est-ce que les modèles qu'on nous renvoie sans cesse, le corps parfait, la performance absolue, finissent par exacerber ces fragilités internes liées à nos toutes premières expériences? Et comment faire la part des choses, pour soi-même et pour les autres, entre une aspiration saine et cette quête sans fin pour combler un vide qui date de très très longtemps?